Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 avril 2023. Je vous confie immédiatement, pour faire cette vidéo, je dois me secouer car j'ai, sans doute, attrapé dans l'avion un sérieux coup de froid. Alors toute la journée, je me suis traîné. Et ne voulant pas retomber dans le travers d'il y a 2 ans, ne voulant pas manquer notre rendez-vous quotidien, je me suis brassé la cage et me voilà. Et j'avais en tête de vous parler d'un ouvrage que j'ai lu de manière assez expéditive, dans l'avion, sur le retour, de François Krug, Réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire. Alors déjà, le terme d'enquête confère à ce titre un caractère, on dépose des preuves en liasse. On instruit le procès. Les 4 auteurs, en fait 3, mais un 4e, visé par la bande, Sylvain Tesson, Marc-Édouard Nab, celui-ci par effet secondaire, par ricochet, Yann Moix et Michel Houellebecq, dont sans doute certains d'entre vous auront pu, peut-être, s'ils réussissent à transcender le dégoût que la pornographie industrielle leur inspire, sans doute ont-ils pu voir Michel Houellebecq à l'œuvre. Et le film porno de Michel Houellebecq, c'est un peu la réponse à Marc-Édouard Nab, qui lui a commis un livre, une revue, où on le voit s'ébattre de manière très très crue avec l'une de ses compagnes. On devine bien ici que Houellebecq, avec ce petit film commis par un Hollandais, si je ne m'abuse, aura miné pour de bon ses possibilités de devenir un Nobélisé. Alors, oui, alors chacun, d'ici peu, est-ce que, d'ailleurs le livre étant fraîchement sorti de presse, il n'est pas mentionné la performance artistico-pornographique de Michel Houellebecq. Mais Michel Houellebecq se fout de la gueule de ses contemporains, déjà depuis au moins 25 ans. Je pense que c'est ça qui nous a amusés. Est-ce que c'est un grand écrivain? Je ne crois pas. Je sais, ayant commis une vidéo il y a déjà un peu plus d'1 an et demi, qu'en bibliophilie, Michel Houellebecq, ça cartonne, mais si j'étais un investisseur bibliophile, je ne toucherais pas à ça. Car Houellebecq a tout de l'écrivain qui ne passera pas, selon moi. Et quand on regarde les gloires passées qui ont été également, dans certains cas, nobélisées, aujourd'hui, en bibliophilie, ça ne cartonne pas. Alors, oui. Et donc, Nab, Tesson, Moix et Houellebecq. Alors, c'est une charge. C'est une charge. J'eus juste préféré que François Krug parle de pamphlets humoristiques, de pamphlets du procureur. Oui, parce qu'il y a des choses, en tout cas, que j'ai relevées, relevant de mon métier. Alors, oui, des choses que j'ai relevées, relevant de ma fonction de libraire, et une erreur, ben, je reviendrai. Ce sont là des détails. Mais lorsqu'on fait une enquête, lorsqu'on se pique de commettre une enquête, il ne faut rien laisser au hasard. Quant à la nécessité d'épingler, pour de bon, ces 4 auteurs, vu le climat général, vu aussi la violence intellectuelle dont font preuve ces auteurs, et l'errance intellectuelle dont fait preuve Sylvain Tesson, en particulier, et j'ai été étonné de voir qu'il ne relevait pas ici la slavophilie de Tesson, qui est à mon sens le crime le plus impardonnable qu'a commis
quelques-uns l'ont défendu en disant que c'est un écrivain apolitique. Je demeure étonné car en France, il n'y a pas d'écrivain apolitique. Soit on choisit par stratégie artistique de ne pas s'engager, de ne pas s'impliquer. Et comme ça fonctionne de manière clanique, gauche-droite, et gauche-droite à un degré qu'un Québécois moyen ne peut pas imaginer, je dirais que d'avoir maltraité et même d'avoir bâclé ce procès, cette enquête, j'aurais envie de dire que c'est pas si grave. Parce qu'on s'amuse bien. On s'amuse bien. Moi, en tout cas, je me suis franchement amusé. Et je rends grâce à François Krug de la rigolade qu'il a créée chez moi. Et nos 4 zigotos, qui sont par ailleurs de fort bons écrivains. Nab est un bon écrivain. Ses idées sont bien souvent insensées. Il est dans une provocation permanente. Ce n'est pas, dans le cas de Nab, la révolution permanente, mais la provocation permanente. Houellebecq, on ne compte plus ses coups de gueule, outre le fait qu'il se met à nu dans une vidéo censément artistique. C'est quand même à voir. Yann Moix a été pris dans diverses polémiques sur le physique des femmes, sur le fanzine, non, le zine, non pas. La brochure qu'il a commis dans sa toute petite vingtaine, brochure férocement antisémite, et qui, j'aurais envie de dire, s'inspire de ce qu'a été une tradition toute française de satire exagérée, de quelque chose que c'est tellement grotesque, dans la mouvance Harakiri, par exemple, que c'est difficile de prendre ça au premier degré. Bon, ici, notre procureur littéraire débusque sur les réseaux, débusque des textes des uns et des autres, mais c'est pas ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est l'amitié entre gens de lettres est impossible. On assiste à des volte-face, à des trahisons, à des toujours guidés par l'intérêt financier, parce que, hormis Nab, et peut-être un peu moins Moix, les deux autres roulent sur l'or. Et forcément, quand on arrive à un certain standing financier, on ne fréquente plus, règle générale, les premiers amis qui nous ont servi de marchepied pour atteindre le succès. Et j'aurais envie de dire, chacune n'a rien de plus pressé que d'oublier d'où il vient, ou de pousser l'outrance à un tel degré que finalement même le bon bourgeois des familles n'ose pas se rebiffer ainsi le comportement de Houellebecq. Houellebecq a écrit 2 bons livres, il ne cesse de décliner depuis ce temps. Mais je ne crois pas que ce réquisitoire de François Krug a entamé le cuir de leur bonne conscience et la dureté de leur férocité. Je pense simplement qu'ils ont dû passer outre, lire ça, hausser les épaules. Est-ce qu'on doit répliquer à ce livre de François Krug? Oui, si c'est une commande, oui, si on est en mission, oui, possible. Une réponse clanique à 4 écrivains. Mais pour moi, le plus coupable de la bande, et d'ailleurs, je n'arrive plus à le lire depuis ce temps-là, j'ai lu... En fait, il faut dire aussi, j'ai lu beaucoup de livres de chacun d'entre eux. Et je ne me suis fait jamais aucune illusion quant à leur allégeance politique. Et de ce côté-ci, de l'Atlantique, les débats étant plus sourds, plus sournois, plus étouffés, l'arme du silence demeure l'arme préférée des Québécois, j'aurais envie de dire. Ce genre de choc, ce genre de pamphlet, c'est presque inimaginable, étant donné que la famille littéraire québécoise, la République des lettres du Québec,
étant petite, et tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît et chacune marche sur des œufs. Et, je l'ai déjà dit à quelques reprises, le sacerdoce littéraire a remplacé, les structures de l'Église. Alors nous avons des poètes prophétiques, nous avons des poètes christiques, nous avons des littéraires qui se retranchent dans leur tour d'ivoire. Nous avons toutes sortes de personnages dans notre petit milieu littéraire qui est plutôt conformiste. En ce moment, c'est la bien-pensance qui règne, mais chacune n'a de bien-pensance que de façade. Lorsque des intérêts financiers ou libidinales entrent en jeu, la vertu des uns et des autres est mise à mal. Ah. Il n'y aura pas un auteur québécois qui ira aussi loin que Houellebecq en exhibant son anatomie en pleine action, mais c'est le genre de choses qui est à proprement parler impossible au Québec, à moins de se confiner à une marginalité sans appel. Alors oui, le livre m'a amusé. Et donc, pour moi, je me suis étonné, en fait, pourquoi François Krug n'a pas relevé le silence de Sylvain Tesson sur sa slavophilie. C'est facile pour quelqu'un qui a suivi les activités criminelles de Poutine depuis sa prise de pouvoir, des deux guerres en Tchétchénie, de la Géorgie, de la Crimée. Je pense que Sylvain Tesson était tout à fait confortable avec ça. Son amour allait au-delà des exactions de Poutine, dont il se disait plutôt un admirateur, jugeant qu'il avait redressé l'économie russe. On pourra en conclure, plus d'un an plus tard, que l'économie russe, Poutine en sera devenu très certainement, peut-être pas le fossoyeur, mais les Russes, grâce à ce sinistre personnage, vont retourner à la case de départ et peut-être plus loin. Alors moi, je pense que Poutine a une conduite d'échec. Je pense aussi que l'histoire, à un moment donné, l'interprétation de l'histoire, quand on se place à la hauteur des bibliothèques, d'ailleurs ça c'est une des critiques que je vais adresser à François Krug, quand on se place à la hauteur des bibliothèques, il est possible que tout à coup, on soit épris d'un désir de transcendance tel que l'on est emporté dans une pulsion de mort, qu'on confonde finalement réalisation et ordalie, qu'on confonde autodestruction et réalisation de soi. Et qu'entrant dans une transe messianique, on se juge plus important que, ou en tout cas l'incarnation vivante du peuple. Alors, quant à moi, le silence de Tesson, si je le compare par exemple à celui de Sartre, où Sartre a soutenu mordicus l'Union soviétique, mais il faut se rappeler le contexte. Il faut se rappeler le contexte dans le sens que l'Union soviétique avait gagné la guerre, elle l'avait gagnée au prix fort, cette grande guerre patriotique. Une partie importante d'ailleurs du peuple russe juge que l'Occident lui est redevable de cette victoire. Il y a une amertume, il y a une colère qui trouve son expression sur ce peuple jugé lâcheur que sont les Ukrainiens. Alors, mais encore là, nous n'avons pas à nous mettre dans les raisons du bourreau ou de l'agresseur. Et lorsqu'on se pique d'être un écrivain apolitique, et tacitement, on ne blâme pas les exactions d'un individu tel que Vladimir Poutine, je pense que la compromission la plus redoutable, et François Krug ne le fait pas ici. Alors je me suis interrogé sur cet angle mort des dossiers comme né François Krug, en me demandant si lui-même n'était pas pétri inconsciemment ou consciemment par cet anti-américanisme viscéral
que l'on rencontre dans toutes les classes de société en France. Et c'est toujours, moi je me souviens de ma réaction, quelques mois avant l'entrée en vigueur de l'euro. Chacun m'expliquait, et de toutes les classes sociales, parce que c'est la beauté d'être un touriste, c'est que comme nous sommes un étranger, chacun n'hésitera pas, puisque ça n'a pas de conséquences, à livrer le fond de sa pensée. Et ce que j'ai entendu ad nauseam, c'est que l'euro était là pour lutter contre l'influence du dollar américain. Et moi, naïvement, je trouvais que le Petit Prince ou Montesquieu, sur les billets de banque français, était une bien meilleure manière de lutter contre l'hégémonie culturelle américaine. Mais moi, il faut dire, je suis attaché à la langue française. Il y a quelque chose de chez moi qui est à la fois passéiste. Je ne veux pas que les choses bougent tant que ça. C'est l'image du film Blues Bar, ou Gare, vous comprenez, je suis malade, hein? Alors, un film québécois où le type, un Québécois, se retrouve à Berlin et pendant qu'on détruit le mur, je sais que vous connaissez déjà la réponse, pendant qu'on détruit le mur, lui, dans son coin à part, pressentant un changement qui allait au-delà de l'imagination, à sa manière minuscule, refaisait le mur. Alors, cette scène, pendant que les foules en liesse ravageaient le mur, lui, le Québécois, était à un bout du mur et il tentait de le reconstruire. J'y ai vu là, pour ma part, une magnifique métaphore de la survivance du fait français en Amérique. Alors, les quatre auteurs ont aussi un point commun qui plaît à beaucoup. Ce sont des anti-modernes. Alors oui, mais je ne crois plus. Je pense qu'être un anti-moderne aujourd'hui, on ne le clame pas. Si nous le sommes discrètement, nous le sommes, et je ne crois pas, en fait, que la posture anti-moderne soit honnête intellectuellement. Étant donné que nous jouissons tous de l'électricité, de l'eau chaude, de l'Internet, j'aurais plus envie de paraphraser Rimbaud sur la nécessité d'être moderne, au contraire. D'être dans le mouvement, d'être dans tout ce que ces auteurs-là reprochent d'une certaine manière. Mais en même temps, ce sont des acteurs importants, adoubés à la fois par l'industrie du livre, du divertissement, de l'économie, d'une classe sociale privilégiée. Alors forcément, on peut se qualifier d'antimoderne tant qu'on veut dans ces conditions. Moi, je pratiquerais bien volontiers la simplicité volontaire si j'étais millionnaire, par exemple. Alors, vous le savez, vous êtes sans doute, nous sommes sans doute dans la même famille. Nous travaillons nous travaillons très fort pour subvenir à nos besoins. Et c'est de plus en plus difficile. Alors, quand on voit des marioles comme Tesson ou Yann Moix, mais Yann Moix, de ces quatre écrivains, c'est un bon écrivain. Les quatre, ce sont de bons écrivains. Moins Houellebecq, disons, c'est le moins bon. Je vous dirais, en premier lieu, peut-être Nab. Il est insensé, il est fou, ça n'a aucun sens. Alors aussi, on peut reprocher à l'ouvrage de François Krug, on peut lui reprocher d'y aller par association de culpabilité, de remonter les généalogies. Tel auteur, à telle période de sa vie, a fréquenté tel auteur, a fréquenté tel auteur infréquentable. Et il remonte comme ça les filières. Mais encore là, ici, ça m'a plus ou moins convaincu, étant donné que la majorité des crimes de l'esprit qui ont été commis par ces auteurs l'ont été commis dans leur jeunesse, voire dans leur extrême jeunesse. Ce qui est plus troublant, c'est leur absence de jugement à l'âge d'âge mûr. Alors, il y a quelque chose, pardon, je vais conclure là-dessus, qui m'a fait moins rigoler parce qu'il y a un passage où il relate qu'il a
qui avait paru dans un magazine, un article consacré à une entrevue qu'a accordé Sylvain Tesson, et à l'arrière-plan, on y voit sa bibliothèque. Là, j'ai éprouvé une petite contrariété, car le psychanalyste des bibliothèques a senti qu'il y avait une sorte d'intrusion dans son champ professionnel. Et juger une bibliothèque d'après photo, ça m'arrive de plus en plus souvent. Mais je la juge de manière tout à fait sommaire. Je comprends parce que les gens, lorsqu'ils ont d'importantes bibliothèques, afin de ne pas me faire déplacer pour rien, certains d'entre eux ont cette courtoisie, ils m'envoient des photos de leur bibliothèque à vendre. Et là, assez rapidement, je peux jauger de la rentabilité de mon déplacement. Et après, bon, si je veux aller plus loin, une bibliothèque qui aura été construite au fil d'une activité intellectuelle soutenue ou activité littéraire, elle offre d'une certaine manière une sorte de miroir. Mais il faut, pour pouvoir dire cela, pour pouvoir suivre le cheminement, parce qu'il y a un cheminement. Existentiellement, les gens évoluent, leurs idées évoluent en fonction de leur réalité existentielle. Vous êtes pauvre, vous êtes un jeune étudiant ambitieux, vous allez être contre la propriété privée. Mais lorsque vos parents vont vous soutenir financièrement pour acquérir une maison, par exemple, si vous n'êtes pas tout à fait un cuistre, vous allez tranquillement glisser dans une autre catégorie. Et en fait, les gens ne changent pas tant que ça, ils s'adaptent aux situations. Et on a vu autour de nous des gens qui sont restés fidèles à leurs convictions et être littéralement broyés par les changements de l'existence. Alors, il ne me viendrait pas à l'idée de critiquer quelqu'un qui aurait un cheminement oblique, qui tout à coup prendrait d'autres chemins de travers. Mais c'est toujours en fonction, la plupart du temps en tout cas, peut-être toujours c'est exagéré, mais c'est toujours en fonction de l'évolution existentielle de la personne. Alors oui, nos quatre auteurs ont connu ce passage. Bon, certains ont eu dès le départ des opportunités, c'est le cas de Tesson. Houellebecq, non, Houellebecq appartient à cette catégorie de gens qui se sont faits tout seuls. De là aussi sa violence et sa colère. Moix, c'est aussi la petite bourgeoisie comme Big BD aussi. Big BD aussi qui au fond appartient à ce clan d'auteurs, mais c'est clair que François Krug n'a pas jugé bon, sans doute tant ça lui paraissait évident, de monter un dossier contre lui. Alors oui, il dit, bon, ce passage-là m'a agacé parce que une bonne bibliothèque, et je suppose, étant donné que Tesson a conservé des livres de sa jeunesse, je suppose il aurait fallu avoir un panorama complet de la bibliothèque, autrement dit, pour pouvoir se servir de cet argument. Bon, que soit cité Jean Mabire, dont les travaux ne font pas autorité, va sans dire, ne me paraît pas probant. Et il confond aussi, c'est ma deuxième source de contrariété, en fait j'en ai trois, c'est ma deuxième source de contrariété, il confond la tranche et le dos. Et ça demeure pour moi très étonnant que des gens appartenant au sérail du livre se trompent quasiment sans arrêt. La tranche, c'est ça ici. Voilà, c'est ça la tranche. Le dos, c'est ça. Alors lorsqu'il dit, si on examine la tranche, non, si on examine la tranche, on ne voit strictement rien. Ce sont des livres aveugles. Ça, c'est... Vous me direz que le libraire chipote sur des détails, mais c'est marqué quand même en quête. Et aussi, là je suis resté un peu étonné, j'ai jugé sans doute que... Il nous dit qu'il a déniché par
l'analyse de la photographie, il a déniché un ouvrage. Quelques livres plus loin, on découvre une autre curiosité, Race et identité, un essai publié en 1977 aux éditions Copernic, la maison d'édition du Grèce, là, celle de cet autre anti-moderne, mais qui, lui, comment je pourrais vous dire ça, jongle avec des concepts antinomiques avec un tel brio qu'il en est étourdissant. Alors, Race et identité, vous avez tous reconnu que c'est un ouvrage de Claude Lévi-Strauss. Mais ce qu'on y trouve, par le renvoi en note de bas de page, c'est que c'est Jean-Pierre Hébert, Jean-Pierre Hébert, oui, Race et intelligence, et non pas, c'est paru chez Paris, Copernic, 1977. Alors, il a confondu un ouvrage écrit par un groupe de scientifiques, dirons-nous, qui ont jugé probant l'existence des races. Je pense que quelqu'un avec un minimum de formation scientifique sait que les races, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un genre, c'est le genre humain. Alors, et ici, donc, il a confondu un ouvrage de Jean-Pierre Hébert avec Claude Lévi-Strauss. Encore là, le libraire que je suis, ça l'a un peu agacé. Alors, cette séquence-là, je dis, cette séquence-là de l'analyse photographique de la bibliothèque de Tesson me paraît très, très faible, avec une mauvaise utilisation des termes bibliophiliques et également une mauvaise référence bibliographique. Ce qui, si j'étais procureur de la partie adverse, je ne manquerais pas de relever, vous vous en doutez bien. Mais, pour le fond de l'affaire, c'est très drôle, c'est violent, c'est probablement, par bien des aspects, de mauvaise foi. Personnellement, je pense que l'ouvrage aurait gagné à ne pas se présenter comme une enquête, mais comme un pamphlet. Et les pamphlétistes de gauche, disons-nous, peuvent être assez vitrioliques, mais lorsqu'ils se piquent lorsqu'ils proposent d'offrir au public une analyse savante ou d'offrir des preuves détaillées, ils ne jouent pas sur le terrain où la droite de tout temps a excellé, c'est-à-dire le pamphlet, le libelle, les attaques ad hominem, la mauvaise foi, et toujours, en tout cas pour une certaine catégorie de pamphlétaires de droite, le souci de véracité, de peu d'importance, la violence, un critère de réussite, la mauvaise foi, la meilleure armure, le style qui fait mouche, la meilleure attaque, et au fond, je pense que le livre aurait gagné à aller dans cette direction-là. Mais j'ai pris un fort plaisir à lire cet ouvrage. Et quand enquête sur l'extrême droite, j'aurais pas fait comme je vous dis. Peut-être on aurait trouvé un titre comme pamphlet sur les petits copains ou le copinage. Au fond, ils sont à peu près tous des opportunistes, des carriéristes. Ils sont... et c'est nécessaire. C'est ça qui est triste. Ça semble nécessaire. Et lorsque nous ne sommes pas suffisamment reconnus, comme c'est le cas de Nab, il ne reste que l'invective pour se démarquer, pour se faire remarquer. Quant à Tesson flotte au-dessus des contingences, et il ne voit pas, mais ici c'est l'angle mort de François Krug, ne voit pas à quel point son slavophisme, sa slavophilie fait écran de toute façon. Quant à Nab, c'est un trublion
depuis le début de sa carrière, il n'en a cure, il multiplie les outrances. Et là, malheureusement pour lui, Houellebecq, avec son film pornographique, a trouvé le moyen de le dépasser sur sa droite ou sur sa gauche, je ne sais trop. Je ne sais pas où porte Houellebecq, mais on le saura bientôt. Mais assurément, il a battu franchement sa némésis. Et quant à Yann Moix, des quatre, c'est le plus sous-estimé des quatre écrivains, à mon sens. C'est un bon écrivain, mais politiquement sans doute engoncé, pris dans son exigence de succès, parce que le succès pour bien des intellectuels, c'est presque la mort de la pensée. Les intellectuels médiatiques finissent par ne plus convaincre, je pense. Et nous sommes nombreux à ne pas leur accorder trop de créances. Sans doute, au Québec, on blâme beaucoup que les intellectuels n'ont pas leur place dans notre société. Mais c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Je pense. Mais en fait, je vous dirais, un des commentaires les plus répandus que les intellectuels font, que les intellectuels québécois font sur leurs conditions, c'est à quel point le peuple, le peuple, pardon, cette notion vraiment protéiforme, on va dire un grand nombre de gens, sans tomber dans l'idéologie, ne leur accordent absolument aucune importance. Et il faut dire aussi que les gens qui proviennent des classes intermédiaires, je ne sais comment qualifier, comprennent bien le plombier, l'électricien, comprend bien le mécanicien, comprend bien tous ces métiers. D'ailleurs, c'est un des personnages principaux de la carte et le territoire de Houellebecq, c'est le chauffe-eau. Alors, et dans tous les livres de Houellebecq, ça c'est peut-être son petit côté Georges Perec, il y a un clin d'œil aux objets et il développe autour de ces objets une anthropologie des objets. Alors on comprend, alors ça devient presque non pas le fil conducteur dans le cas de la carte et le territoire, qui est un des bons Houellebecq. Le chauffe-eau prend toute son importance. Alors, et il dit d'ailleurs qu'il hérite de l'appartement de son père et la bibliothèque du père vaut plus cher que l'appartement, mais personne n'en veut. Alors peut-être moi, si on m'avait envoyé des photos, j'aurais peut-être été intéressé. Mais le réparateur de chauffe-eau se fait désirer très, très, très intensément. Et le réparateur de chauffe-eau est imperméable au mépris de classe qu'on peut lui porter. Alors il comprend tout de suite que ces bons bourgeois aux opulentes bibliothèques ont quand même besoin de lui. Et ça, je pense que les intellectuels s'imaginent qu'en étant gentils avec les gens de métier, ils vont gagner leur bonne grâce. Mais c'est pas le cas. Les gens de métier peuvent avoir le mépris le plus souverain pour les intellectuels. Et je dirais en particulier au Québec. Alors, il ne faut pas trop s'en compter. Alors voilà, tout ça pour vous dire, le livre m'a plu. M'a plu et m'a fait rigoler. Et j'ai dit... et la rigolade, surtout avec ces quatre auteurs-là, il faudrait quand même pas se gêner. Nous ne sommes pas en présence de Béni Oui-Oui. Nous ne sommes pas en présence d'âmes pures, innocentes. C'est pas, nos quatre hommes ne sont pas Emily Dickinson. Là. Et, dernier point, quant à l'apolitisme de Tesson, il y a des écrivains français qui ont choisi l'apolitisme, parce que l'apolitisme demeure un choix politique, afin de ne pas nuire à leur carrière et de ne pas bousiller leur chance d'augmenter leur lectorat, donc leur source de revenus. Alors forcément, l'attitude du grand écrivain, je ne sais plus qui disait, le grand écrivain, cette névrose nationale, en parlant des Français,
Je pense que les Français, ils sont peut-être en train d'en revenir de cette névrose nationale. Je pense. Je leur souhaite, en tout cas. Tandis que les Américains, les Nord-Américains, ne sont pas dans la névrose du grand écrivain. Alors peut-être on l'entend ici et là, mais c'est très très rare. En tout cas au Québec, quand les gens sont morts, quand un poète meurt, le qualificatif, il est papabilé, je dirais. On lui octroie une bulle pontificale, loin son entrée dans les nuées, parmi les anges. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Portez-vous bien, vous, parce que moi, je téléverse cette vidéo et je retourne me reposer. Je suis extrêmement fatigué. Ça a été un voyage initiatique, important. En fait, j'aurais envie de dire, ce que j'ai vécu dans les 6 derniers jours en France, ça doit bien valoir un mur de bibliothèque où il serait convoqué Pierre Chaunu, le roi Ladurie, Georges Duby, Carlos Ginzburg, et tant d'autres qui ont essayé de saisir, non pas l'âme de la France, mais les caractéristiques, en tout cas, historiques. Et on a l'impression en France qu'au fond, la guerre contre la République, les modernes, contre les anti-modernes, parfois représentés par le courant monarchiste, on a l'impression qu'au fond, et l'exercice du pouvoir de manière verticale, hein, il y a un chef, il commande, et il y a une cour, ce sont des ministres. On a l'impression qu'au fond, la monarchie, en tout cas les rapports hiérarchiques, n'ont jamais tout à fait disparu en France. Ils ont changé d'habit, mais le fond de l'affaire est demeuré le même. Et il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire. Est-ce que je vous parle de Macron? Non, Macron a été blâmé pour... on dit que l'Europe ne devait pas être des suiveux. Ben c'est simple. Macron n'a pas les épaules pour... il est trop jeune. Voilà, c'est ce genre de vérité que personne ne va avoir envie d'entendre. Il est trop jeune. Et en plus, en nourrissant sourdement le sentiment anti-américain, je pense qu'il tente d'apaiser au sein du pays une minorité religieuse, prosélyte et violente. Alors j'ai l'impression qu'il donne de la viande à des loups affamés. Et je sens, en tout cas, vu d'ici, qu'il a peur. Qu'il a peur et qu'il se sait inapte moralement, intellectuellement, à affronter les fascistes russes et les fascistes chinois. Je pense. Mais encore là, les distinguos qu'on pourrait faire entre démocratie et capitalisme, il faudrait découpler. Hein. Le capitalisme, les analyses de Marx et les analyses de certains sociologues nous sont nécessaires pour comprendre comment fonctionne notre monde. Tandis que la démocratie représentative, c'est encore autre chose. Alors les gens confondent les deux. J'ai rencontré, entre autres, 2 personnes qui se disaient très admiratifs de MBC. Et en même temps, l'un d'entre eux était un fervent adepte de Mélenchon. Je cherchais les rares, je me suis dit, et je lui ai simplement souligné que c'était un peu étonnant, et j'ai compris que, d'une certaine manière, c'était un souverainiste de gauche. Alors, famille qui existe aussi au Québec. Enfin, que de palabres. J'avais autre chose que je voulais vous dire, sans doute quand je vais terminer, là, je gagne du temps pour essayer de me rappeler. Bon, ben voilà, c'est tout.